Donc sur les entrepôts de données de santé et leur place dans cette surveillance, si j'avais fait comme Philippe Michel tout à l'heure, peut-être que j'aurais pu dire mythe ou réalité. Et je vous laisserai trancher, je ne suis pas sûre d'avoir une conclusion sur cette approche-là. Je vois Nabil qui en sourit déjà. Donc les données de santé en France, donc les entrepôts de données de santé rentrent dans ce grand champ des données de santé informatisées en France. Elles sont nombreuses, nous avons beaucoup de chance. C'est un réseau, un gisement de données qui existe, qui permettent d'éviter certains écueils et des ressources humaines grandement importantes et utilisées pour ces surveillances. Donc ça peut être des choses que l'on peut voir de plus près. Et c'est donc ce que l'on avait fait historiquement sur ma thèse de sciences avec le professeur Astagno, en se disant qu'on a notamment une base médico-administrative qui existe depuis fort longtemps, qui est obligatoire, renseignée, avec des patients chaînés. Donc on peut reconstituer les trajectoires des patients. Les informations sont fort intéressantes avec des diagnostics et des actes, ce qui permet d'envisager de construire des indicateurs. Cependant, ça reste des données médico-administratives, donc il va falloir construire des algorithmes appropriés, les valider pour contrebalancer les écueils, notamment de qualité du codage. Et dans ce contexte-là, nous avons construit, dans le cadre de ma thèse de sciences, un algorithme PMSI de détection des ISO en orthopédie, pour lequel on a pu évaluer plus de 1200 dossiers pour évaluer la VPP, la valeur prédictive positive, pour savoir si un cas étiqueté ISO en orthopédie via le PMSI était bien un cas, avec un gold standard qui était le retour aux dossiers médicaux. Fort de cela, nous avons travaillé avec la Haute Autorité de Santé au sein du PROPIAS pour l'ISO ortho semi-automatisé qui a été publié en 2018 puis mis en routine en 2020 avec un périmètre un peu différent, une population cible plus focalisée et une VPP dans ce contexte-là encore meilleure à 90% sur les plus de 700 dossiers analysés. Cependant, les écueils du PMSI, la prise en charge extra-hospitalière n'est pas du tout prise en compte. C'est un outil au départ à visée économique et budgétaire. Pas de vie réelle, pas de données de vie réelle. Donc, l'étape d'après serait peut-être d'aller voir ce que fournissent les données de vie réelle, cliniques, biologiques, pour pouvoir imaginer des approches innovantes de surveillance de ces infections du site opératoire, d'en identifier aussi des facteurs de risque comme les collègues chirurgiens ce matin ont déjà évoqué. On connaît les comorbidités, on ne va pas avoir forcément de scoop, mais par contre, les caractéristiques liées au comportement au bloc opératoire, les caractéristiques de l'implant, par exemple, seraient intéressantes d'approcher. Donc les entrepôts de données dans ce contexte-là, eh bien, c'est des données qui rentrent en temps réel ou semi-réel, qui permettraient une automatisation, une approche dynamique de ces données grâce aux systèmes d'information qui sont de plus en plus performants, qui se répandent partout. Tout est informatisé dans le domaine de la santé. Donc on pourrait imaginer une approche dynamique avec plus de précision, de fiabilité et de performance du modèle parce que exhaustif avec des données cliniques et biologiques et donc approcher les déterminants également dans un deuxième temps. Donc qu'est-ce que c'est qu'un entrepôt de données de santé? Donc nous avons un modèle dans le Grand Ouest qui est décliné sur l'ensemble des CHU et maintenant sur 5 CH de grande envergure également. Donc en fait, finalement, on prend l'ensemble des données du DPI, du dossier patient informatisé, l'ensemble des flux qui sont distincts, les laboratoires, donc notamment la microbiologie, les médicaments qui vont être prescrits et administrés, et évidemment les comptes rendus opératoires, les comptes rendus de radiologie, et évidemment le PMSI. Tout cela est transformé pour avoir un format convergent interopérable sur l'ensemble des établissements qui participent à notre réseau, des centres de données cliniques, et c'est mis de façon compatible avec les règles du RGPD dans un entrepôt qui est le lieu de stockage de la donnée, qui est de façon uniformément remplie et positionnée et de façon pseudonymisée pour être compatible avec la CNIL. Derrière ça, on va pouvoir aller interroger les entrepôts de données dans un centre et faire ce qu'on appelle des data marts, donc des bases de données dédiées en fonction des critères qui peuvent être cliniques, biologiques, radiologiques éventuellement sur les comptes rendus.
Donc ces entrepôts se construisent maintenant dans le Grand Ouest et dans d'autres établissements à travers la France, mais en tout cas dans le Grand Ouest depuis les années 2018. Ils sont validés CNIL pour la recherche depuis 2019. Et donc nous avons été financés par Epiphare pour essayer de voir la faisabilité d'un cohorting automatisé des patients avec des postes de prothèses articulaires. Donc on travaille, le CHU de Tours et aussi Cryoac, donc on travaille avec le réseau Cryogo, des orthopédistes et des infectiologues et des microbiologistes qui participent à la prise en charge des infections complexes. Donc c'est un travail pluridisciplinaire par essence pour travailler à cette e-cohorte de patients avec prothèses de hanche, de genoux, et on a des collègues orthopédistes très intéressés par l'épaule chez nous. Donc on a rajouté par rapport à ce qu'on pouvait avoir développé avec ISO Ortho, les prothèses totales d'épaule également. Et donc, essayer de créer cette cohorte avec toutes les caractéristiques à la fois des patients, bien sûr, des prothèses, et essayer d'aller voir la survenue de complications via nos entrepôts de données sur les 10 dernières années, donc entre 2015, de 2012, je crois, à 2022, avec un focus pour voir cette faisabilité sur la hanche. Donc qu'est-ce qu'on voit? Il a fallu automatiser les extractions, 2010-2019, pardon. On a pris un hôpital pilote, le CHU de Tours, et un hôpital bêta-testeur de l'Ouest, le CHU de Rennes, ce qui nous faisait environ 6 millions de patients dans nos entrepôts. On est parti du flux PMSI, parce que finalement, ça reste un flux structuré, simple, en utilisant les codes CCAM pour aller taguer nos patients avec ces postes de prothèses d'intérêt, et également les flux pharmacie pour avoir les codes LPP de toutes les caractéristiques des prothèses, des articulations qui nous intéressaient, pour pouvoir fabriquer cette cohorte. Donc déjà, on se dit, ça a l'air assez simple, c'est pas le cas. Il a fallu faire le focus sur les bons codes CCAM, également aller regarder les codes de pharmacie et les codes LPP. Alors l'orthopédie, c'est pas le plus simple, parce que les codages LPP, il y en a pour chaque boulon, chaque vis, etc. Donc on a fait quand même une sélection en se disant que ce qui va être important ensuite dans les déterminants, on est resté sur les tiges, les cupules, plutôt les grosses parties du matériel après discussion avec les orthopédistes. Donc on a implémenté dans un centre pour pouvoir aller caractériser les prothèses. Il nous a fallu faire du traitement automatique du langage sur les labels, les étiquettes de LPP, à savoir la cupule, la tige, son diamètre, sa longueur, sur les caractéristiques qui étaient indispensables. Vous voyez comment ça peut se caractériser en bas à gauche, pour pouvoir arriver à avoir non seulement les patients à qui on pose la prothèse, mais avec ces bonnes caractéristiques de diamètre, de matériaux implantés, de longueur, etc. On a pris aussi les labels pour les informations complémentaires, toujours avec un traitement du langage, puisque c'était des libellés textuels. Et enfin, les numéros aussi des LPP, en se disant qu'il faudrait quand même aller dans les comptes rendus opératoires, parce qu'avec tout ça, à part pour l'épaule, on n'avait toujours pas la latéralité, ni dans le PMSI, ni dans les codes LPP. Donc savoir de quel côté on pose la prothèse, si on se dit qu'on va peut-être avoir 2 prothèses dans un intervalle de temps pas si distinct, c'est quand même une problématique, on va y revenir. Donc on a pu construire la cohorte, donc ce qui nous a fait une cohorte de 7500 patients sur les 2 CHU. La transférabilité a été validée, donc juste pour vous donner, pas de scoop, c'est un peu la validité externe. Le sexe ratio était à 0,75, l'âge moyen, toute prothèse confondue, était à 67 ans. Le premier motif de pose, c'était de l'arthrose, et les comorbidités les plus fréquentes étaient les comorbidités des maladies chroniques les plus prévalentes et qu'on retrouve chez ces patients-là. Donc, faisabilité validée, mais avec des écueils quand même, notamment sur quelques catégories de variables d'intérêt qu'on n'arrive pas à approcher. Pour aller un peu plus loin, on a pu, avec l'outil de traitement automatique du langage, effectivement aller travailler sur le matériel implanté, savoir les types de matériaux implantés, 26% de tiges, des cupules à double mobilité dans 20% des cas sur ces 2 établissements, les têtes, etc. Donc on a pu retrouver les informations qui vont être intéressantes pour caractériser les facteurs déterminant la survenue des ISO. Donc, les données sont de vie réelle, c'est des données qui rentrent dans les entrepôts de façon très régulière en semi-temps réel. On a pu transférer d'un établissement à l'autre. L'avantage, c'est qu'on a le même schéma d'entrepôt. Donc, si on envoie nos scripts à Paris, il y aura des adaptations qui peuvent être parfois importantes. Et on a utilisé les codages LPP, faute de mieux, sur les dispositifs médicaux implantables.
Cependant, des limites sur le texte libre et sur certains aspects du traitement automatique du langage qui pouvaient entraîner de l'hétérogénéité dans les performances selon les deux centres. Donc pour aller un peu plus loin, l'étape 2, ça a été de travailler sur le compte-rendu d'orthopédie, donc là qui est évidemment textuel, donc ce n'est pas des données structurées, pour aller chercher des informations qui sont incontournables, nous semble-t-il, ensuite pour étudier les DMI posés et la survenue des complications. Fort des atouts que l'on a dans le Grand Ouest, notre réseau de chirurgiens orthopédiques, le CRIOGO, et ce réseau des centres de données cliniques, qui initialement étaient donc les 6 centres CHU du Grand Ouest, mais qui s'étend maintenant avec une plateforme intégrée fédérée dans ce qu'on appelle le West Data Hub, avec 4 établissements supplémentaires qui permet de faire des travaux multicentriques là aussi avec l'estampille CNIL dans une méthodologie de référence 4, si vous voulez tout savoir, ce qui nous a permis d'aller travailler sur un outil de traitement automatique du langage pour extraire les informations incontournables selon les experts de surveillance, d'infectio et d'orthopédie notamment dans les grands CHU de l'Ouest avec notre plateforme du West Data Hub. Première étape, on a sélectionné les items incontournables, donc évidemment le motif de pose, le type de prothèse, la latéralité, la voie d'abord, la pose d'un redond. Donc c'est un peu ce que les chirurgiens ont discuté ce matin, à savoir s'il y a eu un redond au départ, s'il y a eu une complication péropératoire, l'antibioprophylaxie a-t-elle eu lieu déjà, le mode d'anesthésie également, et les types d'immobilisation aussi. Donc cela avec les recommandations HAS de ce qu'il doit y avoir dans le CRO, le code de santé publique, les recos de la SOFCOT, la Société des orthopédistes. Et donc on a fait un corpus de CRO en genoux et épaules à travers tout le Grand Ouest, avec les spécificités de chacun des écritures des chirurgiens, pour avoir un peu plus de 1000 dossiers, 75 CRO par centre et par type de prothèse, ce qui nous a permis finalement de développer l'outil de traitement automatique du langage sur à peu près 1000 dossiers acceptés par la lecture rapide de l'orthopédiste, parce qu'on avait un peu de déchets sur la sélection avec les codes CCAM et le type de libellé de CRO. Et ensuite, on a entraîné le modèle sur à peu près 80% et testé derrière la validité sur les 200 restants. On a utilisé donc un outil de traitement automatique du langage, Arnaud en parlera juste après, donc sur des modèles de machine learning pour pouvoir ensuite tester la performance de l'extraction des données qui ensuite permet aussi d'avoir quelle est l'étiquette et donc le résultat aussi de ces données. Donc comment on évalue si l'outil est performant? On utilise une moyenne harmonique qu'on appelle le F1 score qui permet de dire qu'au-delà de 95%, on a un outil très performant. Et donc vous pouvez voir que notre modèle, le modèle total, le F1 score était au-dessus de 95%. Et par item, par label, on était largement sur le modèle initial, aussi largement au-dessus de 95%, donc avec 1000 dossiers revus et annotés par des orthopédistes, et nous en deuxième lecture, au centre de données, on a pu créer cet outil performant. Donc, c'est un autre projet financé par le GIRSI Grand Ouest. Donc chaque projet a duré 2 ans. Donc ce n'est pas du presse-bouton. Et nous en sommes là. Cet outil de traitement automatique du langage va permettre le suivi des dispositifs avec les modalités d'implantation, extraire la latéralité, savoir s'il y a bien une antibioprophylaxie, est-ce qu'il y a un redond, des choses qu'on a du mal à approcher par le PMSI seul et qui va être de façon automatique extraite. Les modèles de prédiction des données d'extraction sur les modèles de machine learning sont très performants et fonctionnent. Et donc, on se dit qu'entre la e-cohort et ce type d'outils associés, on va pouvoir avancer plus loin sur la surveillance. Et donc, les étapes suivantes seront de travailler dans cette cohorte, associer le suivi du patient dans ses séjours successifs, notamment via le PMSI, pour utiliser déjà les indicateurs validés par la HAS, ISO et thrombose, adaptés à notre population cible qui est un peu différente. Et nous avons l'accord pour pouvoir, dans la suite de l'enquête studio, réaliser un appariement avec les données assurance maladie pour pouvoir rajouter l'ambulatoire. C'est des travaux qu'on avait fait avec le HESP, avec Pascal aussi, et Nolwenn Lemeur à l'époque, où on peut aussi rattraper des infections sur matériel prothétique en orthopédie qui ne viendraient pas à l'hôpital. Donc on avait rattrapé une petite dizaine de %. Donc ça permet d'avoir le profil complet en ayant une partie quasi temps réel
et une deuxième partie avec les données assurance maladie. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et donc on est suivi dans ce projet-là finalement également par Santé publique France qui a eu un gros appel à projet Commission européenne et qui m'ont confié le Work Package infection associée aux soins avec des membres éminents du SPICMI qui sont avec moi et nous sommes 22 établissements de santé et donc nous travaillons à cette automatisation réelle du cohorting des patients avec des dispositifs implantés en orthopédie, des premières poses de prothèses et d'automatiser la surveillance des ISO avec déjà ces outils-là à valider dans les 3 ans à venir. Je vous remercie.